Véritable forêt de gratte-ciel, à la pointe des technologies les plus avancées, New York est l'archétype de la ville futuriste. Une série de découvertes récentes montre pourtant que cette gigantesque métropole est le fruit de concepts élaborés il y a plusieurs milliers d'années. Depuis les spectacles sanglants organisés dans l'ancêtre de l'actuel Madison Square Garden, jusqu'aux manifestations mises en scène sur Times Square selon les prescriptions d'un calendrier néolithique, vous allez découvrir que tout ce que vous pensiez savoir de la grosse pomme est en réalité l'héritage de nos lointains ancêtres. En route pour un voyage aux origines de New York. New York est une cité miraculeuse qui tend ses bras multiples vers le ciel. L'Empire State Building, Wall Street, Times Square. Les États-Unis commencent officiellement l'année à New York. Le monde entier compte ses deniers au rythme des pulsations de Wall Street. Ce territoire, à peine grand comme 20 stades de football, exerce une influence extraordinaire sur toute la planète. Ces merveilles du monde moderne, devant lesquelles on s'extasie, n'auraient-elles pas des origines plus anciennes? Une série de découvertes récentes révèle que nombre d'entre elles sont en fait les héritières de réalisations du monde antique longtemps oubliées. Pensez aux grandes villes de l'Antiquité, Athènes, Rome, Alexandrie, Babylone. C'étaient des endroits extraordinaires, des lieux dont tout le monde parlait, de véritables légendes à leur époque. On a ainsi retrouvé la preuve de l'existence de rues entières bordées de cinéma, 2000 ans avant la naissance de Steven Spielberg. De stades immenses équipés de toits ouvrants, de passages secrets souterrains permettant à des millions d'habitants de survivre. Si bien qu'il va falloir revoir nombre de chapitres de notre histoire entre les premières implantations humaines et ce qui apparaît aujourd'hui comme le symbole même de la ville moderne. Quels que soient les problèmes que puissent avoir les villes, les gens veulent y vivre. Elles agissent comme des aimants sur les êtres humains. C'est une tendance inexorable qui a démarré dès le départ, dès que la civilisation urbaine a commencé à se mettre en place. Chaque capitale antique se devait d'avoir son monument, un édifice emblématique capable de fédérer ses habitants et de lui servir de carte de visite. À New York, c'est la Statue de la Liberté qui accueille les immigrants à la porte du Nouveau Monde depuis 1886. Pour les Américains, c'est le symbole même de la liberté. Pour le monde entier aussi, probablement. Or, cette statue ne se dresserait peut-être pas là où elle se trouve aujourd'hui si un ingénieux système enfoui dans les ruines de la plus grande réalisation architecturale de l'Antiquité n'avait pas existé. Si l'on en croit la légende, l'île grecque de Rhodes abritait au IIIe siècle avant notre ère l'une des 7 merveilles du monde, le fameux Colosse. Cette statue monumentale d'une trentaine de mètres de haut était un peu plus petite que la Statue de la Liberté. Le Colosse avait des mains de près de 4 mètres de long et pesait plus de 225 tonnes. Il ne reste aujourd'hui aucune trace du Colosse de Rhodes. Pourquoi a-t-il disparu? La réponse à cette question pourrait-elle aider la Statue de la Liberté à surmonter le poids des années? En reconstituant le puzzle que forment les fragments de bronze retrouvés sur place et les indications contenues dans les ouvrages techniques anciens, il est aujourd'hui possible de résoudre l'énigme de la destruction du Colosse. Notre enquête commence plus de 300 ans avant notre ère, alors que Rhodes est assiégée par l'armée du général Démétrios Poliorcète. Ce dernier dispose notamment d'une tour de plus de 40 mètres de haut, l'Hélépolis, ce qui veut dire preneur de ville en grec classique. Mais Rhodes résiste victorieusement à Démétrios, qui finit par lever le siège au bout d'1 an, abandonnant sur place son imposante tour. Démétrios est arrivé en l'an 305 avant notre ère, et en 304, il n'avait toujours pas pris la ville, bien qu'il ait utilisé les techniques les plus avancées de son époque et les machines de siège les plus perfectionnées de l'Antiquité. Pour célébrer leur victoire, les habitants de Rhodes décidèrent d'ériger une statue géante à l'effigie du dieu soleil Hélios.
Ils se servirent de la tour géante abandonnée par les armées de Démétrios pour mettre au point un procédé très en avance sur son époque, l'échafaudage. Cette formidable machine de guerre à 9 étages fut utilisée pour permettre à des ouvriers de bâtir les colonnes de maçonnerie destinées à soutenir le corps du colosse. Le colosse de Rhodes a été construit avec des méthodes de l'époque. Ils étaient habitués aux travaux de maçonnerie, et c'est vraisemblablement la technique qu'ils ont employée pour faire les jambes. Ils ont donc élevé des colonnes, c'est le genre de structure capable de supporter le poids de l'ensemble de l'édifice. Mais ils ont été obligés d'ajouter des éléments métalliques, puis d'habiller l'ensemble avec des feuilles de métal, selon une technique très proche de celle qui a été utilisée pour la Statue de la Liberté. Plus de 2000 ans après la construction du colosse de Rhodes, la Statue de la Liberté constitue la meilleure illustration de ce qu'il devait être à l'époque de sa splendeur. Le colosse symbolisait l'unité et la victoire pour la Rhodes antique, tout comme la Statue de la Liberté pour les Américains du XXIe siècle. Il existe d'ailleurs une filiation directe entre le géant grec et l'égérie américaine. Un lien voulu par le créateur de cette dernière, le sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi. Auguste Bartholdi, le créateur de la Statue de la Liberté, avait étudié l'art antique. Lorsqu'il était étudiant, il avait découvert les œuvres des grands architectes grecs et romains. Puis il était parti en Égypte pour y étudier les réalisations monumentales des Égyptiens. Mais le colosse de Rhodes le fascinait tout particulièrement, car il avait une véritable passion pour la statuaire monumentale. C'était presque une obsession. Il voulait absolument recréer à l'époque moderne l'un des plus grands colosses de l'Antiquité. Glenn Leach est architecte. Il a consacré sa vie à l'étude de la Statue de la Liberté. Au lendemain des attentats du 11 septembre, il a été chargé de revoir les mesures de sécurité entourant le monument et de faire ce que ses lointains prédécesseurs n'avaient pas pu faire, assurer la pérennité de l'emblème de sa ville natale. La Statue de la Liberté occupe depuis toujours une place privilégiée dans mon cœur. J'ai grandi sur Staten Island, en face de Manhattan. Et j'ai vu la statue des centaines de fois en prenant le ferry. Ça a été un plaisir immense et une grande fierté de travailler à la modernisation de la Statue de la Liberté, de l'aider à passer le cap du XXIe siècle. En examinant de près la Grande Dame de New York, Glenn Leach a eu la surprise de constater qu'elle présentait de nombreuses similitudes dans sa conception même avec le défunt colosse grec. Le colosse et la Statue de la Liberté ont beaucoup de points communs, à commencer par leur emplacement. L'un comme l'autre ont été érigés à l'entrée de l'un des ports majeurs de leur époque. Et l'un comme l'autre font partie des plus grands monuments de leur temps. Glenn Leach s'est appuyé sur la connaissance approfondie qu'il avait de la Statue de la Liberté pour brosser le portrait du colosse de Rhodes tel qu'il devait être il y a quelques 23 siècles. En vieillissant, le cuivre se couvre d'une pellicule de verre de gris, qui donne cette sorte de patine que l'on voit aujourd'hui sur la Statue de la Liberté. Les anciens affirment cependant que le colosse avait gardé son brillant. Ce devait être très impressionnant de voir cette structure gigantesque luire au soleil. La construction du colosse de Rhodes fut une véritable prouesse technique. Des milliers d'ouvriers travaillèrent pendant 12 ans pour mener à bien un projet qui coûta l'équivalent actuel de près de 2 milliards d'euros. Or, si l'on en croit les sources de l'époque, ce formidable monument aurait finalement eu une existence très éphémère. Malheureusement, le colosse de Rhodes s'est effondré alors qu'il n'avait que 52 ans. Il s'est brisé au niveau des genoux lors d'un tremblement de terre. Ce désastre trouve un écho inquiétant dans l'actuel New York. La ville se trouve en effet à la croisée de plusieurs failles majeures. Les spécialistes estiment que la région sera un jour frappée par un tremblement de terre de grande ampleur qui pourrait causer des dégâts considérables. La Statue de la Liberté pourrait alors s'effondrer au beau milieu du port. Heureusement, les ingénieurs américains qui ont tiré la leçon du colosse de Rhodes ont procédé à une modification fondamentale de la structure externe de la statue. Cette maquette montre la structure de l'enveloppe externe. Nous avons ici une plaque acrylique, mais l'original est bien entendu en bronze. Elle est maintenue par une barre de fer. Cette barre est mobile, ce qui donne une certaine souplesse à l'ensemble de la statue et lui permet même de bouger au gré du vent. La Statue de la Liberté peut ainsi tanguer et se déplacer d'une douzaine de centimètres dans tous les sens. Cette faculté que lui ont donnée les ingénieurs de l'époque moderne
lui évitera peut-être de connaître le sort du colosse. La statue de la Liberté est construite autour d'une poutre massive, placée au milieu du piédestal. Cet axe est enfoncé à la verticale dans le piédestal même, ce qui le renforce et lui donne davantage de stabilité. C'est un peu comme un bâton planté dans le sable, dont la partie souterraine serait plus importante que la partie aérienne. Le piédestal sert de fondation à la statue, ce qui améliore considérablement sa solidité. L'héritage du colosse de Rhodes est présent non seulement dans le monument emblématique de New York, mais dans tous les gratte-ciels de toutes les grandes villes modernes de la planète. Les villes ont souvent besoin d'images symboliques. Rhodes avait son colosse, New York a sa statue de la Liberté. Je pense que c'est important pour une grande ville d'avoir un monument qui la symbolise. Mais, au-delà du goût de l'humanité pour le grandiose et des ambitions des bâtisseurs antiques, une autre question essentielle s'est longtemps posée. Celle de la survie, tout simplement. C'est ainsi, par exemple, qu'un tunnel de quelques 800 mètres de long, creusé dans le flanc d'une montagne, permit à toute une cité de ne pas mourir de soif. New York est une métropole de plus de 9 millions d'habitants, en perpétuelle effervescence. Elle fonctionne comme un aimant, attirant des hommes et des femmes du monde entier qui viennent s'y fondre comme dans un gigantesque creuset. L'île de Manhattan, qui en constitue le cœur, est confrontée depuis plus de 3 siècles à un problème crucial. Celui de son alimentation en eau potable. Pour assurer l'approvisionnement de New York pour les décennies à venir, la municipalité s'est embarquée dans le plus grand chantier de son histoire, celui de son futur aqueduc souterrain. Un projet doté d'un budget de près de 4 milliards d'euros et faisant appel à la technologie du radar et à des unités mobiles de forage intégrées. Les ingénieurs de l'Antiquité ne disposaient pas de tout ce matériel lorsqu'ils devaient percer un tunnel. Comment s'y prenaient-ils? L'île de Samos, dans la mer Égée, abrite les ruines d'une cité antique qui présente des ressemblances troublantes avec Manhattan. Il y a 2500 ans, cette ville était déjà dotée de canalisation, de sanitaires et d'un système d'égouts digne des plus grandes métropoles modernes. Mais, à l'instar de Manhattan, bien qu'entourée par la mer, son gros problème était de disposer de suffisamment d'eau douce pour subvenir aux besoins de sa population. Nous sommes confrontés à Samos à un problème particulièrement épineux. Nous sommes en présence d'une ville très dynamique, très peuplée, qui est séparée d'une excellente source d'eau potable par une montagne. Les habitants de la ville vont prendre la décision aussi audacieuse qu'ambitieuse d'aller chercher cette eau, non pas en contournant la montagne, mais en perçant un passage à travers. Ils aménagèrent donc un tunnel d'environ 800 mètres de long, le tunnel de Palinos, du nom de son architecte. Il s'agissait d'un projet très ambitieux, car l'ouvrage fut réalisé selon le principe retenu par les bâtisseurs actuels du futur aqueduc de New York, c'est-à-dire en creusant simultanément aux 2 extrémités. Ils ont décidé de percer le tunnel des 2 côtés en même temps, pour bien montrer qu'ils étaient plus forts que la montagne. Contrairement à leurs confrères new-yorkais, les bâtisseurs grecs creusèrent à la main la montagne pendant 8 ans. Mais au bout de 400 mètres de galerie, ils se heurtèrent à un problème qui risquait de faire échouer toute l'entreprise. En effet, la roche calcaire, très friable, menaçait de s'effondrer. Cela a dû être un moment très difficile. Pour commencer, ils étaient dans l'obscurité la plus totale. Ils n'apercevaient plus la lumière à l'entrée du tunnel. De plus, ils n'avaient pas la moindre idée de l'endroit où ils se trouvaient. L'équipe du flanc nord dut changer de cap. Pour réaliser la jonction, les ingénieurs devaient désormais se livrer à des calculs extrêmement précis. Les ingénieurs du XXIe siècle disposent d'outils permettant de réaliser des cartes en 3 dimensions. Les Grecs, eux, n'avaient ni boussole, ni relevé topographique, ni formule mathématique leur permettant d'y voir clair. Pour s'assurer de la rectitude de leur tunnel, ils placèrent 3 poteaux à l'intérieur, vérifiant l'alignement à vue d'œil, comme un tireur se calant sur la visée de son arme.
Ils rectifièrent ensuite le tir dans les derniers mètres de l'ouvrage. Puis, ce fut le moment de vérité. Après environ 1 kilomètre passé à creuser sous terre, les deux équipes se retrouvèrent à moins d'1 mètre l'une de l'autre. Samos, la Manhattan de l'Antiquité, disposait enfin d'un aqueduc. Quand on pense qu'ils sont arrivés à 60 cm les uns des autres, c'est vraiment un exploit technique incroyable. L'aqueduc souterrain de Samos permettait d'approvisionner en eau jusqu'à 10 000 personnes. Les ingénieurs de l'Antiquité se lancèrent ensuite dans des projets de plus en plus ambitieux, qui finirent par atteindre des proportions inimaginables, grâce notamment à l'extrême ingéniosité des Romains. À l'apogée de sa splendeur, il y a quelques 2000 ans, Rome était une superpuissance comparable aux États-Unis d'aujourd'hui. L'Empire romain abritait plus de 120 millions d'habitants, répartis sur 3 continents et 6,5 millions de kilomètres carrés. Comment les Romains faisaient-ils pour satisfaire les besoins en eau d'une population aussi nombreuse? Une équipe d'archéologues a fait une surprenante découverte en 2001, en plein cœur de Londres. Ils ont en effet retrouvé les vestiges de ce qui était apparemment une roue hydraulique romaine. Grâce aux fragments épars qui ont été mis au jour, Tony Taylor, l'un des responsables des fouilles, espère comprendre comment travaillaient les ingénieurs romains. Comme Sherlock Holmes, il cherche à reconstituer une roue hydraulique telle qu'auraient pu la concevoir les Romains. Nous avons mis en place une équipe chargée de procéder à la reconstruction de l'engin. Notre premier objectif a été de comprendre, dans toute la mesure du possible, à partir des éléments dont nous disposions, à quoi pouvait ressembler cette machine. Tony Taylor est allé rechercher des indices dans les croquis et les objets romains qui sont parvenus jusqu'à nous, ainsi que dans les roues anciennes encore debout aux 4 coins du monde. Puis il a recréé la mystérieuse machine en se servant des outils de l'imagerie numérique en 3 dimensions. Les résultats de ces travaux de recherche sont exposés au musée de Londres. Vous avez ici 2 esclaves, dont la tâche consiste à faire tourner un cabestan qui entraîne à son tour les rouages horizontaux qui se trouvent au-dessus. Ceci actionne l'axe vertical, muni d'un engrenage vertical qui agit sur le bras moteur et donc finalement sur la roue motrice. Cette roue est un élément particulièrement complexe du mécanisme. Elle est munie d'une double chaîne sur laquelle sont fixés des seaux, qui pivotent tout en haut pour aller déverser leur contenu dans un conduit ouvert qui emporte ensuite l'eau vers sa destination. On y voit bien sur le côté interne l'eau s'écouler par ces ouvertures en forme de V, découpées dans le bois. Actionnées par une 50aine d'esclaves, les plus grandes roues hydrauliques romaines pouvaient atteindre des proportions gigantesques. Mais même une roue de cette taille fournissait une quantité d'eau considérable. On estime que cet engin pouvait fournir de 70 à 80 000 litres d'eau par jour. Cette machine relativement modeste pouvait donc assurer les besoins quotidiens en eau de près de 300 personnes. Il en existait des milliers à travers tout l'Empire qui alimentaient un réseau d'ouvrages de maçonnerie, les fameux aqueducs romains. Ce réseau s'étendait sur près de 500 km et permettait aux cités de l'Empire de disposer en permanence d'eau potable. Les Romains maîtrisaient parfaitement les techniques de distribution d'eau. Prenez Rome à l'apogée de sa puissance, par exemple. C'était une ville d'environ 1 million d'habitants. Eh bien, chaque citoyen romain disposait de plus de 1000 litres d'eau par jour, ce qui est bien supérieur à ce que reçoit en moyenne un habitant d'une grande ville moderne. Lorsqu'ils surmaîtrisaient la distribution d'eau dans leur cité, les ingénieurs de l'Antiquité ne tardèrent pas à mettre au point des machines extravagantes, permettant de faire couler l'eau à contrepente. New York ne dort jamais. On y trouve des cinémas et des théâtres ouverts à toute heure du jour et de la nuit. Chaque année, 12 millions de personnes se pressent sur Broadway pour assister à des spectacles tous plus éblouissants les uns que les autres. Des spectacles dont les origines remontent, aussi étonnant que cela puisse paraître, à la naissance des grandes métropoles de l'Antiquité,
à une époque où la ville commençait à attirer les foules, suscitant toutes sortes de nouvelles vocations. Certains individus se sont enrichis considérablement dans le commerce, ou par leur qualité personnelle, leur force ou leur vigueur naturelle, ou par leur talent de guerrier. Or, dès l'instant où vous avez des gens qui s'élèvent au-dessus de la masse, ceux-ci cherchent à se libérer des tâches les plus pénibles en les faisant faire par d'autres. À Alexandrie, au début du 1er siècle avant notre ère, les élites organisaient des fêtes somptueuses, auxquelles les grands inventeurs de l'époque étaient conviés. Parmi eux, une véritable bête de scène nommée Héron. Héron était vraiment un homme de spectacle, quelqu'un qui aimait faire connaître ses travaux, ce qu'il faisait de différentes façons, vraisemblablement. Il organisait notamment des démonstrations lors de réunions très privées, réservées aux membres de l'élite, aux personnes initiées et cultivées. Il fréquentait les salons de la haute société, dans lesquels il présentait les machines et les gadgets qu'il inventait. Plus de 1500 ans avant la fondation de New York, Héron avait trouvé un moyen de faire couler l'eau vers le haut. Or, contrairement aux fontaines que l'on trouve aujourd'hui dans de nombreuses villes modernes, ces réalisations fonctionnaient sans électricité, ni pompe, ni intervention humaine. Comment faisait-il? Pendant 2000 ans, le mystère est resté entier. Richard Windley, le responsable de notre équipe de modélistes, pense l'avoir finalement élucidé. Nous avons ici un récipient en forme de bassine, destiné à recevoir du liquide. Lorsque cette valve est ouverte, l'eau descend du récipient, pour passer aussi vite que le permet le diamètre du tube, dans ce flacon de verre hermétiquement fermé. À mesure que le flacon se remplit, l'air est comprimé et remonte par cet autre tuyau. L'air comprimé arrive alors dans le récipient qui se trouve au-dessus. Cette suite de tuyaux et de récipients forme un système entièrement clos, dont ni l'eau ni l'air ne peuvent s'échapper. Lorsque l'eau arrive, l'air est poussé vers le haut, dans le second vase, exerçant à son tour une pression sur l'eau qui retombe dans la bassine initiale. Je vais donc remplir la bassine, ouvrir la valve et nous allons voir si ça marche vraiment. La fontaine d'Héron défiait littéralement, dit-on, les lois de la gravité. Si Richard Windley ne s'est pas trompé, sa réplique devrait pouvoir fonctionner pendant des heures sans s'arrêter. Je viens d'ouvrir la valve et l'eau est en train de s'écouler depuis le récipient du haut vers celui du bas, aussi vite que le permet le calibre du tuyau. Le flacon commence à se remplir. La pression de l'eau soumise à la gravité comprime l'air qui se trouve dans le récipient du bas. La pression augmente et pousse le liquide vers le haut. Nous devrions bientôt voir jaillir l'eau du robinet qui alimente le bassin supérieur. Et voilà, c'est parti. L'eau devrait normalement gicler dans le bassin, voire un peu plus loin. Voilà. Le flacon est maintenant presque vide. La pression redescend et le robinet ne coule presque plus. Le public de ce genre de séance allait devenir de plus en plus exigeant, demandant à voir des machines toujours plus étonnantes. Héron lui proposa toute une série de tomates, tandis que certains de ses confrères inventaient l'ancêtre du cinéma moderne. On pense généralement que le cinéma est né avec les premières stars du grand écran, quelques années à peine avant l'apparition de Charlie Chaplin. Peu de gens savent que les origines du 7e art se situent quelques 1600 ans auparavant, en Extrême-Orient. À l'époque des Trois Royaumes, vers le IIIe siècle de notre ère, commencèrent à circuler des récits qui parlaient d'une forme étrange de sorcellerie, de pratiques occultes, donnant naissance à d'effrayantes images animées. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour que des missionnaires jésuites fassent connaître en Occident le remarquable état d'avancement de la recherche scientifique en Chine. Il est fait allusion à plusieurs reprises à des appareils à effet optique. Nous sommes aujourd'hui habitués au cinéma, aux projections sur grand écran, à la télévision. Le théâtre d'ombre inventé par les Chinois s'adressait à un public nombreux, à une foule de spectateurs réunis pour l'occasion. Richard Windley pense avoir découvert le mystérieux instrument capable de produire de telles images.
Une lanterne magique d'un type très ancien. Le cadre est fait en bambou et les parois sont en parchemin, tendues sur les baguettes. Et nous avons ici une sorte de petit ventilateur ou de turbine si vous préférez. Une chandelle était vraisemblablement placée à l'intérieur de la lanterne et produisait ainsi de l'air chaud, qui en montant faisait tourner cette roue. Nous allons mettre 4 chandelles à l'intérieur de notre lanterne. La petite pointe que l'on voit au centre sert à poser la roue sur son axe. C'est une sorte d'aiguille qui vient s'insérer dans un petit trou et permet à l'ensemble de tourner avec un minimum de friction. Cet appareil très simple permettait de recréer des scènes illustrant aussi bien les comédies que les épopées les plus populaires de l'époque. Il n'aura manqué que la lentille optique aux illusionnistes de la Chine ancienne pour inventer le projecteur. S'ils avaient découvert l'objectif, le cinéma aurait vu le jour 2000 ans plus tôt. Et l'univers d'Hollywood en aurait été transformé. 5000 ans avant l'invention de la lanterne magique par les Chinois, une autre découverte avait déjà modifié le cours de l'histoire. Une carte du ciel, reproduite au sol, qui avait marqué le début de l'ère des grandes métropoles. New York est une mégapole dans tous les sens du terme. Chaque jour, 1 million de personnes se rendent à Manhattan. Les marchés boursiers de la ville voient passer quelques 65 milliards de dollars. Et plus de 100 000 touristes viennent s'extasier devant ces trésors aux multiples facettes. Toute cette activité frénétique s'arrêterait instantanément si l'homme perdait soudain la maîtrise d'une technique simple, la capacité de dire l'heure. On constate qu'à partir du 4e millénaire avant notre ère, l'homme est saisi d'une véritable obsession qui le pousse à diviser le jour en unités de plus en plus petites. Manifestement, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à découper le temps en morceaux. Dans toutes les sociétés, le progrès technologique s'est accompagné d'une évolution constante des appareils destinés à mesurer le temps. Des cadrans solaires chinois au clepsydre médiéval du Moyen-Orient, la mesure du temps est une constante de toute civilisation. Vous avez des horloges dans toutes les villes. Elles sont au cœur des villes modernes, comme elles étaient au cœur des villes antiques. Les premiers instruments de mesure du temps n'égrenaient pas les heures, mais les jours, les mois, voire les années. Il s'agissait en fait de calendriers. La récente découverte des vestiges d'un calendrier monumental de près de 70 mètres de diamètre prouve que nos lointains ancêtres savaient déjà se servir des planètes pour mesurer le temps avec une précision jusqu'alors insoupçonnée. Cette découverte a été faite par l'archéologue Andreas North lors du survol d'une région très rurale de l'Est de l'Allemagne. Cet enclos a été découvert grâce à des photos aériennes qui faisaient apparaître des différences de couleurs à la surface de la Terre. On distinguait le fossé, mais rien d'autre. Les photos ont révélé une série de marquages énigmatiques. Les fouilles ont permis de mettre au jour les restes d'un site habité et d'un étonnant monument circulaire. Cette découverte a provoqué une véritable onde de choc dans le petit monde de l'archéologie. Ce site serait en effet antérieur de 2000 ans à la Grande Pyramide d'Égypte et de près de 7000 ans à la fondation de New York. Connu sous le nom de cercle de Gossec, ce serait le premier instrument de mesure du temps de l'histoire de l'humanité. Tout comme les New-Yorkais se réunissent chaque année sur Times Square pour célébrer le passage à la nouvelle année, les hommes du néolithique devaient se retrouver ici lors de rituels destinés à marquer le jour le plus long de l'année. Ce monument était associé à la mort, peut-être au passé. En tout cas, à mon avis, il était manifestement lié à la notion de fertilité, puisqu'il est en relation avec le soleil et que le soleil apporte la vie chaque jour et que le cycle se répète chaque année. Il a fallu plusieurs années à Andreas et à ses collaborateurs pour reconstituer le cercle de Gossec. Quelques 2000 pieux ont été enfoncés dans le sol pour recréer le calendrier sacré tel qu'il devait se présenter au 5e millénaire avant notre ère.
Une structure dont l'alignement reflète avec une étonnante précision les points de lever et de coucher du soleil. Chaque passage dans la palissade correspond à une référence astronomique. Ces intervalles, par exemple, sont alignés sur le solstice d'hiver, c'est-à-dire sur le moment où le jour est le plus court et la nuit la plus longue. Au nord, les ouvertures sont orientées vers le solstice d'été, lorsque le jour est le plus long et la nuit la plus courte. Les portes sud-ouest et sud-est sont situées sur un arc formant un angle de 100 degrés. Le jour le plus court de l'année, elles marquent très exactement les endroits où le soleil se lève et se couche, indiquant ainsi aux hommes de l'époque qu'une année solaire s'est écoulée. La maîtrise de la mesure du temps incita ensuite les êtres humains à synchroniser leurs activités et à constituer des centres de peuplement toujours plus vastes. Ce site est d'une grande importance, car c'est, à notre connaissance, le premier lieu de culte d'une société plus large. Nul ne sait comment vivaient les habitants de Gossec, mais ce calendrier géant devait certainement être au centre de leurs activités et avoir un caractère sacré. En leur permettant de marquer les cycles des récoltes ou la durée des guerres et des expéditions, il ouvrait la voie à la ville. Qui plus est, la découverte du site de Gossec a permis de formuler de nouvelles hypothèses. À une quarantaine de kilomètres au nord, dans la forêt de Ziegelroda, des fouilles ont révélé que les connaissances en astronomie des habitants de la région ont continué de progresser pour atteindre un niveau étonnant. 2000 ans avant le premier planétarium connu, les Européens du Néolithique avaient déjà dressé une carte du ciel extrêmement précise. Le professeur Wolfhard Schlosser a longtemps travaillé comme ingénieur dans le cadre d'un programme de station spatiale. Fort de son expérience, il s'est efforcé de percer les secrets de ce très ancien instrument astronomique. Voici le disque de Nebra. Il a environ 3600 ans. Il a été découvert dans le centre de l'Allemagne. On retrouve sur le disque de Nebra le cercle fragmenté déjà présent à Gossec. Si on les superpose, on constate qu'ils se recouvrent exactement, tels les éléments d'une serrure moderne. Le disque, tout comme le cercle, semble avoir eu pour fonction de marquer les solstices d'été et d'hiver sur le calendrier. Il n'y a bien sûr aucune étoile dans le cercle de Gossec, et le disque ne comporte aucune partie en bois. Mais d'un point de vue astronomique, les deux instruments se ressemblent beaucoup, ce qui montre que les connaissances astronomiques n'ont guère évolué pendant les 3300 ans qui les séparent. Le disque de Nebra paraît cependant beaucoup plus élaboré que le cercle de Gossec. Outre le Soleil et la Lune, il comporte en effet 32 signes, et notamment ce mystérieux groupe de 7 points. Il n'y a rien à Gossec ou dans sa région qui permette de comprendre ce que représente cette curieuse formation. Et rien dans le ciel qui y ressemble de près ou de loin. Mais si l'on reconstitue la voûte céleste, telle qu'elle était il y a 36 siècles, à l'époque où le disque a été fabriqué, on constate qu'elle correspond très exactement à la constellation des Pléiades, que l'on peut toujours observer à l'heure actuelle. Ces objets ont changé notre perception de ces temps reculés. Ils remplissaient à l'époque une fonction sacrée pendant l'âge du bronze, mais leur signification s'est ensuite perdue. L'intérêt que portaient au cosmos nos lointains ancêtres est à l'origine de l'extraordinaire aventure qui allait conduire bien des siècles plus tard à la mise sur orbite des satellites et des stations spatiales. Il a également déterminé l'émergence des villes, en permettant à l'homme de maîtriser le temps et de régler son existence sur la course des étoiles. Mais la transformation des villes en véritables mégapoles s'est faite sous l'effet d'une autre innovation, d'une portée bien plus considérable, l'invention. Un lieu qui, dans l'Antiquité, ne servait pas de cadre à d'innocentes compétitions sportives, mais à de terribles bains de sang qui pouvaient faire des milliers de victimes. New York apparaît aujourd'hui comme une citadelle toute puissante. Un carrefour du monde où se pressent les acteurs de la haute finance, les tsars des empires médiatiques et toutes les idoles du moment. Une autre ville dans l'histoire humaine a elle aussi cherché à exercer un rayonnement mondial, la Rome antique. Il y a 2000 ans, Rome abritait déjà plus d'1 million d'habitants.
Certains estiment que la densité de population y était plus forte qu'à Manhattan à l'heure actuelle. Comme dans une grande métropole moderne, toutes les catégories sociales y étaient représentées, des plus riches aux plus pauvres, depuis l'empereur jusqu'aux plus humbles esclaves. Avec la croissance démographique, la ville est devenue de plus en plus surpeuplée. Or, quand on entasse un très grand nombre de personnes dans un espace restreint, il y a toujours un risque, et l'élite politique était avant tout soucieuse de maintenir son contrôle sur la plèbe. À Rome, comme aujourd'hui à New York, les élites cherchaient en permanence à s'attacher les masses. Si les puissants de Manhattan se servent aujourd'hui des médias et soignent leur image, les dirigeants romains avaient choisi d'apaiser le peuple en le distrayant. Ces spectacles étaient en réalité autant de pots de vin. Les puissants cherchaient ainsi à se rendre populaires et à s'attirer la sympathie des masses pour mieux les dominer et les contrôler. Un empereur capable de proposer un spectacle vraiment grandiose était assuré de jouir d'une immense popularité. Une popularité qui était synonyme de puissance. D'une nécessité politique allaient naître certaines des plus remarquables réalisations technologiques de l'époque. Et avec elles, toute une industrie du spectacle. Les cérémonies d'ouverture qui accompagnent les grands événements sportifs modernes, comme les Jeux Olympiques ou le Mondial de football, avec leurs shows laser et leurs centaines de figurants, nous paraissent aujourd'hui très impressionnantes. Or, si l'on en croit les témoignages de l'époque, les grandes manifestations organisées par les empereurs romains étaient 100 fois plus grandioses et spectaculaires. La construction du Colisée de Rome marque l'apogée de ce type de divertissement. Ce bâtiment à plusieurs étages, d'une 50aine de mètres de hauteur, est le plus grand cirque antique qui ait jamais existé. On estime que le Colisée pouvait accueillir entre 65 et 70 000 spectateurs. Ce qui est étonnant, c'est que c'est très probablement la capacité maximum à ne pas dépasser dans un amphithéâtre pour permettre aux spectateurs installés au dernier rang de suivre ce qui se passe dans l'arène. Les Romains poussèrent très loin les limites du grand spectacle audiovisuel. Il leur fallut plus de 100 000 mètres cubes de pierre pour construire leur grand stade. Cela signifie que les chars à bœufs qui transportaient les blocs de pierre ont dû se succéder à la cadence d'un toutes les 2 ou 3 minutes, jour et nuit, pendant les quelques 7 années qu'a duré la construction. Pour surprenant que cela puisse paraître, 2000 ans plus tard, les techniques employées sont toujours les mêmes. On continue de bâtir des stades en s'inspirant des méthodes mises au point par les Romains. Ce stade comprend 74 500 places. Pour l'instant, c'est tranquille, mais quand la foule l'envahit, ce n'est plus pareil. Un stade moderne, c'est avant tout les clameurs, l'électricité dans l'air, l'atmosphère qui y règne. Depuis les grands amphithéâtres romains et le Colisée, on n'a pas fait mieux. Ce grand stade du XXIe siècle dispose d'un toit ouvrant soutenu par 4 piliers géants. Une innovation vieille de 2000 ans. Les gradins du Colisée étaient abrités par un auvent de toile, vraisemblablement tendu sur des mâts à l'aide de cordes. Cette hypothèse semble confirmée par la présence à Rome d'un millier d'hommes appartenant à la marine, qui étaient spécialement affectés au maniement des auvents du Colisée. Protégés par ce toit ouvrant, les spectateurs romains pouvaient se passionner pour les combats à mort que se livraient les gladiateurs, les exécutions et les massacres d'animaux. 9000 bêtes sauvages auraient ainsi été sacrifiées en l'espace de 100 jours. Les spectacles offerts par les empereurs romains étaient chaque année plus grandioses et exotiques, mais le public était aussi de plus en plus exigeant. Il fallait sans cesse trouver de nouvelles idées pour satisfaire la soif de jeu de plus en plus insatiable du peuple. En l'an 85 de notre ère, l'empereur Domitien alla encore plus loin que tous ses prédécesseurs. Il noya la piste du Colisée sous 2 milliards de mètres cubes d'eau pour présenter un spectacle de naumachie. Il s'agissait de reconstitutions de batailles navales, organisées dans des endroits comme le Colisée. Chaque bataille faisait appel à des milliers de figurants. C'était quelque chose de très spectaculaire qui pouvait s'inspirer d'une bataille qui avait vraiment eu lieu et qui mettait en scène des délinquants, des prisonniers, des gens qui n'avaient pas d'autre choix que de se battre. Le Colisée fut ainsi inondé pour permettre à toute une flotte de s'affronter.
La transformation d'une arène de quelques 2500 mètres carrés en un champ de bataille naval reste une prouesse qu'aucun grand stade moderne n'est prêt à répéter. Nous nous sommes demandé comment nous pourrions organiser ici une manifestation nautique. Nous voulions inonder le bas du stade pour y monter un spectacle aquatique. Mais nous n'avons toujours pas trouvé la solution. C'est pourtant exactement ce que faisaient les Romains il y a 2000 ans. La naumachie rencontra un succès retentissant, ce qui ne facilita pas la tâche des successeurs de Domitien, sommés de faire mieux que lui en offrant des spectacles toujours plus élaborés à la foule. Claude monta sur le trône en l'an 41 de notre ère et décida de faire encore grimper les enchères en poussant l'art de la naumachie à l'extrême. Il utilisa pour cela un réservoir contenant 50 milliards de fois plus d'eau que la piste du Colisée. Un lac naturel, celui de Fucin. Aujourd'hui totalement asséché, ce lac fut le théâtre en l'an 52 d'une bataille navale mettant en scène 50 navires et 19 000 participants. Les 19 000 gladiateurs qui se sont battus lors de cette reconstitution étaient beaucoup plus nombreux que les participants d'une quelconque cérémonie d'ouverture de Jeux olympiques modernes. Un demi-million de spectateurs assistèrent à ce qui fut certainement le plus grand spectacle de toute l'histoire de l'humanité. La bataille du lac Fucin commença par l'apparition du dieu marin Triton, gigantesque créature mythologique qui surgit à la surface grâce à un mécanisme très ingénieux. Une statue en argent massif du dieu Triton, haute d'une dizaine de mètres, jaillit des eaux du lac comme par magie. Selon plusieurs textes de l'époque, la foule des spectateurs aurait été stupéfaite par cette apparition. Lorsque la trompe, tenue par le dieu, se mit à sonner, le plus formidable simulacre de bataille navale de tous les temps débuta. Sur les bords d'un lac anglais, notre spécialiste des mécanismes anciens, Richard Windley, s'apprête à tester un modèle réduit de la machine qui a vraisemblablement permis aux Romains d'accomplir un tel miracle. Nous avons essayé de n'utiliser que des technologies très simples, auxquelles les Romains avaient accès au quotidien. Des poulies, des cordes. Ce système est vraiment tout à fait à leur portée. Nous avons ici 4 pieds qui vont chacun lever un angle de la plateforme sur laquelle a été posée la statue. Chaque angle est levé grâce à une corde qui passe par une poulie avant de redescendre. Les 4 cordes sont reliées entre elles par un anneau. Elles vont donc toutes se tendre ensemble et tirer théoriquement à la même vitesse. L'ensemble devrait donc s'élever de façon parfaitement symétrique jusqu'au niveau des poulies, à peu près jusqu'ici. La statue devrait alors être presque entièrement sortie de l'eau. Bon, je crois que tout est en place. Dave, est-ce que tu peux mettre la corde en tension et tirer tout doucement? Bien, ça a l'air de monter de façon assez homogène. Ça me paraît pas mal du tout. Le problème, c'est d'arriver à déterminer la bonne longueur pour toutes les cordes. Mais je crois que nous y sommes. L'appareil de Richard Windley peut être actionné par un seul homme. Mais l'original était probablement mu par des bœufs ou des esclaves en nombre suffisant pour sortir de l'eau une statue de plus de 10 mètres de haut. Ce stratagème enchanta manifestement la foule, confortant la popularité de Claude et ses chances de conserver son trône. Ce que nous avons retrouvé dans le domaine technologique n'est certainement que la partie émergée de l'iceberg. Il y a là un potentiel énorme. Les Romains ont fait un usage sans précédent des technologies. Nous ne connaissons qu'une infime partie de ce qu'ils utilisaient. Ainsi, Rome et les autres grandes cités de l'Antiquité sont de toute évidence à l'origine de la plupart des grandes réalisations dont New York peut aujourd'hui s'enorgueillir. De Times Square à Madison Square Garden, chaque gratte-ciel, chaque monument doit beaucoup aux ingénieurs et aux architectes de ce lointain passé. Des aqueducs géants aux statues colossales, les visionnaires d'antan ont posé les premières pierres de la grosse pomme,
plus de 1500 ans avant sa naissance officielle.